Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Corinne Dalle, je travaille au Conseil départemental du Puy-de-Dôme. Je suis responsable des actions éducatives aux archives départementales du Puy-de-Dôme. Donc, je remercie Action Santé des Femmes pour cette invitation. Moi, ma modeste intervention va essayer de donner une petite perspective historique basée sur les archives sur des documents d'archives qui sont conservés donc aux archives départementales du Puy-de-Dôme. Alors attendez, excusez-moi. Hop là. Voilà. Donc cette intervention est basée sur des dossiers qui sont publiés sur le site internet des archives du Puy-de-Dôme par l'unité action éducative. Si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver sur ce site. Donc cette présentation sur l'évolution de l'image des femmes porte principalement sur la période contemporaine du XXe siècle. Donc les femmes ont-elles une histoire ? Aujourd'hui, cette question paraît évidente, mais cet objet d'étude n'a pas toujours existé au sens collectif du terme. En effet, l'histoire des femmes a évolué. Elle est partie d'une histoire de leur corps, de leur rôle dans la sphère privée, comme la maternité, pour aller davantage vers une histoire des femmes dans l'espace public, le travail, la guerre, la politique, la création artistique ou encore la recherche scientifique. Elle s'est développée essentiellement à partir des années 1970. En France, on peut citer les travaux des historiennes comme Michel Perrault, Mona Ozouf, Madeleine Rébériou, Françoise Thébault et bien d'autres. Alors, s'intéresser à l'histoire des femmes, l'obstacle du silence. La présence des femmes est souvent gommée, leurs traces sont effacées, leurs archives détruites. Le manque de sources pour écrire l'histoire des femmes est frappant. De façon générale, les traces des gens les plus aisés, les gens les plus importants dans la société ont davantage été conservées. C'est la même chose pour les femmes qui sont restées hors du récit pendant des siècles. Même quand les archives existent, l'invisibilité perdure. Par exemple, dans les archives du XIXe siècle, dans les archives du monde du travail, les hommes sont divisés dans les documents qui concernent ce monde du travail entre ouvriers qualifiés, ouvriers semi-qualifiés ou ouvriers non qualifiés. Les femmes qualifiées ou non sont rassemblées dans la catégorie femmes, voire femmes et enfants. Mais paradoxalement, il existe une surabondance du discours à propos des femmes ou de représentation des femmes. Et la question de la sexualisation du corps se présente toujours. C'est ce que nous allons aborder maintenant, à partir donc d'une part d'une sélection de la presse du XXe siècle, qui est vecteur d'une certaine représentation féminine. Puis j'apporterai un éclairage sur un moment particulier de l'histoire, en particulier l'histoire de France, avec la symbolique de la tonte des femmes à la libération du territoire. Alors tout d'abord, la presse et la publicité, vecteur d'une représentation réductrice. Un petit rappel sur les critères de la beauté féminine à travers les époques. Donc, au Moyen-Âge, c'est le christianisme qui impose les standards de la beauté. Le maquillage est proscrit, le teint doit être pâle comme symbole de pureté, à l'image des représentations finalement de la Vierge Marie. Les seins de la femme sont petits, les épaules sont larges, mais une taille très fine. Au cours de la période moderne, les femmes se maquillent pour sublimer le naturel. La taille est toujours aussi fine, mais le volume de la poitrine est renforcé. Les hanches sont beaucoup plus larges. Au XVIIe siècle, les cheveux sont libérés et les vêtements sont plus amples. Les lèvres et les pommettes sont mis en valeur par le maquillage. Au XIXe siècle, la chevelure devient un critère essentiel et primordial de la beauté féminine. Elle doit être abondante et les femmes montrent les courbes de leur corps. Le XXe siècle, c'est après la Seconde Guerre mondiale que les critères de la beauté sont chamboulés. À Hollywood, le cinéma confectionne un nouvel idéal féminin, avec par exemple Marilyn Monroe, une blonde sensuelle aux lèvres pulpeuses. Désormais, le bronzage remplace le teint pâle, le bikini et la mini-jupe se diffusent, c'est l'heure des pin-up. Alors, en première partie, la femme au foyer.
Jusqu'au milieu du siècle, donc du XXe siècle, l'image des femmes est empreinte de conservatisme. C'est la fédulogie qui est mise en avant. Elle est en dehors de l'espace public. L'absence physique des femmes est pour beaucoup de sociétés la garantie d'une société apaisée, où leur parole publique est jugée indécente. Même le corps des femmes effraie. Les hommes les veulent cacher. D'ailleurs, leur accès à l'écriture, à la scolarité a été beaucoup plus tardif. Jusqu'à la fin des années 1950, l'image de la mère de famille est celle qui domine dans les publications de l'époque. Ainsi, la photographie de couverture d'un numéro, c'est la revue Foyer de France du 15 février 1943 qui réunit une maman entourée de ses 3 enfants. Et la scène se passe dans la cuisine, un lieu qui est dédié aux femmes, au foyer. Et même les enfants illustrent la sexualisation des tâches. Le fils se contente de goûter le plat préparé, tandis que ses sœurs, en particulier sa jeune sœur, aident à l'épluchage des pommes de terre. Un deuxième exemple, toujours tiré de la revue Foyer de France, du 15 novembre 1943, qui est intitulé « Pour être une jeune fille accomplie ». Donc il met en avant 2 aspects de ce que doit être une bonne mère au foyer. Donc dans la colonne de gauche, la première partie de l'article est intitulée « Apprenez à faire la cuisine ». Il indique aux jeunes filles comment, malgré les restrictions dues à la guerre, il faut réaliser quelques recettes. Et la seconde partie de l'article est intitulée, je cite, « Préparez-vous au plus beau rôle qui soit ». Donc cet article évoque aux jeunes lectrices leur future mission de mère. Et l'auteur pose d'emblée le problème. Nul n'aurait l'idée de se lancer dans un métier sans en avoir appris la technique. Pourquoi le beau métier de maman serait-il seul, livré au hasard ? Des années 1960 à nos jours, l'image de la femme, celle de la mère de famille, dont l'essentiel du temps est consacré aux tâches domestiques, au service de cette même famille perdure. C'est la fameuse ménagère. Plusieurs publicités tirées du quotidien de La Montagne, donc La Montagne qui est un journal local à la base auvergnat, illustrent parfaitement donc ce rôle. On voit c'est une publicité pour une automobile, une Renault 4, et on voit bien l'image de la famille idéale. Les enfants jouent. Le père est allongé sur une chaise longue, en fumant la pipe et en lisant le journal, tandis que la femme, la mère donc, sert un rafraîchissement. Toujours dans les publicités, donc toujours tiré de La Montagne, on est le 23 avril 1960 et c'est une publicité Dinner dans laquelle apparaît une petite fille qui vante les mérites de cette machine à laver qui si simple d'utilisation que maman me la confie. Donc la petite fille est la future mère et ménagère. Pardon, excusez-moi. La presse locale reprend le rôle traditionnel assigné aux femmes dans les informations qu'elle donne sur les événements, les informations du département. Par exemple, le 12 mai 1960, La Montagne relate le résultat du concours national de la meilleure ménagère rurale, qui a pour objectif de récompenser les jeunes filles qui témoignent des qualités indispensables pour remplir au mieux à l'avenir leurs tâches de mère, de famille et de soutien de la prospérité de l'exploitation rurale. Donc on a un article où les jeunes filles qui concourent à ce fameux concours national de la meilleure ménagère rurale posent et sont distinguées, est distinguée la meilleure ménagère rurale. On voit une petite différence on va dire à la fin des années 80. On observe quelques publicités qui offrent des images un petit peu différentes, en particulier l'apparition d'hommes, par exemple pour faire la promotion de machines à laver, de lessive, etc., où on voit quelques hommes mis en scène. Mais ça reste très rare. Alors, l'autre aspect de la ménagère, c'est sois belle et tais-toi. C'est-à-dire que la femme est d'abord une image. Elle doit donc obéir à la mission d'être belle. Si son rôle se doit d'être une mère, elle doit aussi être séduisante. Donc tout d'abord, un extrait, donc toujours la revue Foyer de France, publiée le 15 mai 1943, où l'article évoque la nécessité pour les femmes de garder une belle silhouette après la grossesse. Intitulé l'article « Être maman, c'est être belle ».
L'article donne des conseils illustrés de plusieurs photographies de mouvements de gymnastique qui permettent de fortifier les muscles abdominaux et de retrouver un corps souple et robuste. Donc, après l'accouchement, la femme doit gober les traces liées à sa grossesse, les traces laissées par la déformation de son corps et retrouver un corps le plus séduisant possible. Donc, cette mère du logis, donc la femme doit être mère, fait du logis, mais aussi elle doit être élégante. Donc, on le voit à travers la publicité qui va s'emparer finalement de ce corps de la femme. Même, on l'a vu, l'idéal de beauté a varié selon les époques et selon les lieux. La publicité utilise le corps de la femme, sa séduction pour vendre les produits. Donc vous voyez à gauche une publicité pour le talon gaulois, pour une chaussure où on met en avant les jambes et les chevilles des femmes et l'élégance surtout de la femme. Autre exemple, à droite, sur l'illustration de droite, c'est une publicité extrait du Moniteur. Donc le Moniteur était un journal local du Puy-de-Dôme aussi, qui est daté du 17 septembre 1917, donc en pleine Première Guerre mondiale. On montre à quel point l'importance de la beauté féminine est à prendre en compte très tôt pour les jeunes filles. Il s'agit d'une publicité pour des corsets. Et le créateur de cet ustensile de mode, incontournable alors à cette époque, est considéré comme, je cite, le transformateur idéal qui prépare et complète la beauté féminine. Donc très tôt, on apprend aux jeunes filles à avoir la notion d'embellissement et de formater son corps au mieux. Alors les années 60. À partir des années 60, le concept de beauté est alors capté par le langage cinématographique. La révolution sexuelle de la fin des années 1960 impose une nouvelle image, celle de la femme objet, c'est-à-dire la femme considérée comme un simple objet de désir. Donc à gauche, on peut voir une photo tirée donc toujours de la montagne, c'est l'élection de Miss Vacances. C'est un article daté du 23 juin 1960 et les premiers concours de Miss datent du début du XXe siècle, mais c'est vraiment à partir, on va dire, des années 60 qu'ils se diffusent. Nous ne sommes pas loin de la femme objet. Et c'est clairement cette image qui est véhiculée dans le même journal par une photographie datant des 10 janvier 1988 pour présenter le programme de télévision, un simple programme de télévision qu'on va illustrer avec la photographie de Baudérec, particulièrement à son avantage. Donc aujourd'hui, cette vision de la femme, en particulier dans la publicité, est remise en question. En deuxième partie, un éclairage sur vraiment l'autre symbole de l'image des femmes dans la société, à travers le phénomène de la tonte pour punir les femmes. Alors si les femmes ont longtemps subi les mêmes châtiments corporels que les hommes lors des décisions judiciaires, je pense en particulier à la flétrissure, une peine est restée quasiment réservée exclusivement aux femmes. Il y a quelques cas d'hommes tondus, mais c'est vraiment minoritaire. Et dans d'autres cas, mais c'est vraiment la peine réservée aux femmes, c'est celle de la tonte. C'est un signe d'ignominie. Le cas le plus connu reste celui des tontes qui ont été réservées aux femmes soupçonnées de collaboration avec l'ennemi durant la Seconde Guerre mondiale. Lors de ce carnaval moche, selon l'expression de l'historien Alain Brossat, on dégrade l'image de la femme en lui rasant la tête, qui est souvent recouverte d'une croix gammée. Donc, les travaux de l'historien Fabrice Virgili montrent que les relations intimes avec l'occupant ne représentent que 57% des griefs portés à l'encontre de ces femmes. Les autres motifs sont variés, donc il peut s'agir des liens économiques avec l'occupant, par le biais du travail, les accusations d'appartenance à une organisation collaborationniste ou de la délation. Donc on peut vraiment dire que la coupe des cheveux n'est donc pas le châtiment d'une collaboration sexuelle, mais bien le châtiment sexué de la collaboration. Alors pourquoi les tontes ? Arracher les cheveux, couper, tondre, c'est massacrer le sexe. C'est une violence autant symbolique que physique. Elle prend à la femme ce qu'elle possède de plus intime et expose aux hommes sa chevelure devenue trophée. Donc l'étroupellement de parties, la théâtralisation de l'acte
dans l'espace public apparaît possible, voire même indispensable. Portant publiquement la marque de leur infamie, les coupables désignés sous le terme même de tondus perdent alors le statut de femme. Effectivement, on ne parle pas forcément de femmes qui ont collaboré dans les archives ou des choses comme ça, on parle des tondus, ou de femmes ayant eu les cheveux coupés. Ces coupables portent publiquement la marque de leur infamie et on va purifier la société. C'est-à-dire que ces femmes sont symboliquement accusées d'avoir trompé la nation, de l'avoir souillée, à travers leur propre corps, comme si finalement ce corps appartenait à la collectivité. Donc dès lors, purifier le corps social en effaçant la souillure de la collaboration sexuelle et sexuée est l'un des éléments clés de la reconstruction nationale. Je vais reprendre une expression qui elle-même a été reprise par Fabrice Virgili, qui a été trouvée dans un journal de la Résistance, c'est à l'occasion de la Libération, « La France sera virile ou morte ». En 1944, la tonte est donc une forme de retour au pouvoir des hommes dans un double contexte. Nous avons eu la faillite durant l'occupation des valeurs masculines traditionnelles, défaite militaire, occupation du territoire par l'ennemi, mais aussi le droit de vote accordé aux femmes. C'est en fait des bases sur lesquelles va se reconstruire la France. Parallèlement au droit de vote qui est accordé aux femmes, le pouvoir des hommes leur rappelle les limites de leur droit à disposer d'elles-mêmes, à disposer de leur corps. Je tiens quand même à nuancer un petit peu ce propos. Il faut noter que contrairement à l'idée reçue, parce qu'il y a quand même souvent cette idée reçue, les femmes passent en jugement. Ce n'est pas forcément de l'épuration extrajudiciaire. Et surtout, nombre d'entre elles sont passées par les armes, sont condamnées à mort et passées par les armes. Il ne s'agit pas que les hommes sont mis à mort, exécutés en fait, et les femmes tondues. Il y a aussi des femmes qui sont passées par les armes. Donc, en conclusion, depuis ces dernières décennies, les historiennes et les historiens ont mis en évidence que non seulement l'universel qui a été étudié jusqu'à présent ne concernait en fait qu'un demi-universel, mais aussi que celui-ci était pensé et écrit au masculin. Donc il y a de nouvelles perspectives concernant l'étude de l'image de la femme. Ces perspectives voient le jour avec d'autres archives, mais aussi de nouvelles questions. Par exemple, l'archéologie met au jour des traces de l'histoire des femmes qui renversent les croyances établies. Par exemple, la chasse. Longtemps, on a cru que dans les sociétés primitives plus antiques, la chasse était réservée aux hommes, tandis que les femmes étaient plus tournées vers la cueillette et la cuisine, alors que pas du tout. Les dernières découvertes archéologiques ont mis au jour que dans beaucoup de sociétés, les femmes participaient également à la chasse. Pour ma part, je dirais que l'abondance des photographies depuis le XXe siècle qui sont rassemblées dans des collections iconographiques peuvent aussi témoigner de l'histoire des femmes au quotidien, mais aussi finalement de l'image qu'on peut avoir d'elles, qu'on peut étudier, mais aussi se poser la question de quelle image ces femmes voulaient donner. Donc je vous ai mis en illustration deux exemples de photographies pour montrer finalement des univers très différents avec deux femmes anonymes, paysannes du début du XXe siècle, tandis qu'à droite, nous avons une femme qui était présidente de l'aéroclub d'Auvergne et qui, dans les années 30, conduit des aéroplanes. Je ne sais pas comment on dit. Oui, des aéroplanes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Madame Dalle pour votre intervention. Alors avant d'aller un peu plus en profondeur sur votre sujet, je voulais quand même remercier Action Santé Femmes de m'avoir conviée, et notamment particulièrement Sophie Martinez et Henri Jean-Philippe de m'avoir permis d'être là aujourd'hui. Merci à vous. Madame Dalle, je pense qu'on a beaucoup de chance en France de pouvoir faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire un travail de rétrospective grâce aux archives que l'on peut conserver. Je ne suis pas sûre que dans tous les pays du monde, on puisse avoir cette chance, parce que pour moi, c'est une chance de pouvoir aujourd'hui présenter l'histoire de la femme.
Est-ce que pour vous ce travail était difficile? Est-ce que c'est en tant qu'archiviste, est-ce que non, on retrouve beaucoup, on retrouve facilement des témoignages ou des... Alors je dirais qu'il était facile et en même temps très frustrant. C'est-à-dire que ça m'a ouvert un champ des possibles, pas possibles, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais pu... ça m'a donné plein d'idées, plein de nouvelles questions. Alors après, je ne suis pas spécialiste de l'histoire des femmes. Il y a des historiennes qui l'ont fait bien mieux que moi. Mais j'aurais pu vous faire 4 heures dessus sans problème. Et finalement, parce qu'on a... plus on gratte dans les archives et plus on a de questions et plus on a envie de se dire « Ah oui, mais comment ça marchait là ? Ah si, je m'intéressais à ça. Et si on ne me parle pas de ça, donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne me parle pas de ça ? Pourquoi ce silence ? Pourquoi cette absence ? Pourquoi cette invisibilité ? Et en même temps, je pense que la recherche, a négligé longtemps ces archives pour faire parler les femmes, mais aussi, et je pense, moi la première, je pense que même une femme qui s'intéresse à l'histoire, qu'elle soit historienne professionnelle ou pas, a finalement, je me demande si elle n'a pas un regard masculin sur cette histoire. Je ne sais pas si je suis claire, mais vous voyez, je me demande si on n'est pas aussi formaté pour avoir un regard masculin sur cette histoire. Mais je me posais la question même... Donc, aux archives départementales du Puy-de-Dôme, on a une très grosse collection iconographique de photographies amateurs, en gros du XXe siècle. Et je me disais, c'est un peu le cas, mais toujours en histoire, on se préoccupe des gens un peu plus importants ou des scènes historiques majeures et au métier, et finalement on ne s'intéresse pas aux femmes. On a une multitude, je dirais peut-être un millier de photographies de paysannes. C'est pour ça que je voulais mettre ces dames à l'honneur. On a une multitude de paysannes prises en photo, qu'elles posent ou qu'elles ne posent pas. On peut les voir au travail, c'est-à-dire, même si ça a été prouvé que les femmes ont toujours travaillé, contrairement à ce qu'on dit, mais sous quelle forme ? C'est-à-dire que dans les années 60, vous pouvez voir des femmes sur des tracteurs, et c'est pas juste, entre guillemets, pour la photo posée, pour faire un souvenir. C'est vraiment la dame... tous les jours, elle est sur son tracteur parce que voilà, et le mari fait autre chose dans la ferme. Enfin, et alors que on a encore la vision masculine de ce travail. La femme a un côté un petit peu support de la ferme, annexe de la ferme, mais pas au cœur. Et ça, vous pouvez le retrouver dans tous les cœurs de métier. Et on peut aussi s'interroger. Alors, je ne sais pas si je peux revenir. Attendez, comme ça, peut-être sur la première photo en illustration. Tac. Donc ça, c'est une photo qui a été prise sur la place de Jaude, qui est la place principale clermontoise, devant les Galeries Lafayette. Et en fait, cette photo, on peut aussi en parler longtemps. Elle a l'air de rien, parce qu'on peut se dire, c'est trois... je ne sais pas si vous si vous la voyez bien. C'est deux femmes et une jeune fille, on voit même une petite fille. On pourrait en parler pendant des heures de ça. Il suffit juste de trouver peut-être un regard un peu différent. Voilà. Alors on voit bien qu'il y a une importance du paraître qui évolue aussi au cours des années, mais qui est toujours très forte et empreinte de marque de l'histoire. Plus on avance et plus les femmes font partie de la société et font parler d'elles différemment selon le métier, selon son rôle, et on n'a pas parlé dans votre rétrospective de toutes ces femmes qui ont une place ou qui ont eu une place hyper importante dans l'histoire aussi. Pour avoir un peu travaillé le sujet, on fait apparaître que le rôle des femmes devient un peu prédominant au moment des guerres. Et c'est là où on se rend compte que finalement les femmes, elles savent aussi travailler, elles savent aussi s'impliquer dans la société et avoir des rôles importants, non négligeables dans l'histoire. Bien sûr, oui. Oui, puis d'ailleurs ça a été un petit peu, entre guillemets,
pour schématiser la condition de l'octroi du droit de vote en 1944, c'était en gros pour remercier les femmes de leur engagement dans la résistance. Eh bien, il était temps de leur donner, puisqu'elles pouvaient mourir pour la France, elles pouvaient aussi voter pour la France. C'était un petit peu l'idée. Mais il reste quand même une sorte de... La présence est minorée. J'ai visité, j'ai profité de mon séjour parisien pour visiter une exposition aux Invalides hier sur la guerre, et on voit bien quand même que sur le musée de l'Ordre de la Libération, je donnerai un pourcentage au hasard, mais sur 100 résistants mis à l'honneur, il y a 3 femmes. Voilà.